suis ravi de retrouver Michel Sapin, ministre des Finances. On va parler évidemment des 50 milliards, de leur documentation, du show Montebourg, de la situation politique et pourquoi pas donc des perspectives de la rentrée sur le plan économique. Montebourg joue-t-il personnel? Je vois qu'il y a une sorte de réflexion intense. N'interprétez rien, sauf les paroles. C'est un discours personnel parce que c'est une personnalité, Montebourg. Il s'exprime avec une fougue, avec une manière d'être, pas d'aujourd'hui, et depuis de nombreuses années. Et au fond, c'est extrêmement utile à la gauche et au gouvernement au sein duquel aujourd'hui il travaille que d'avoir des personnalités qui s'expriment de manière différente. Est-ce que c'est un discours différent de celui que exprime le gouvernement dans son ensemble, le Premier ministre, le Président de la République et les autres ministres? La réponse est non. C'est un discours qui est bien seul à le croire. Hein. Regardez les journaux, je les ai amenés ici. Je vais essayer de vous convaincre. Bien. Parce qu'il y a la personnalité, et donc tous les journaux insistent sur la personnalité. Et le rendez-vous de 2017, c'est une évidence. Je ne l'ai pas entendu prendre rendez-vous pour 2017. Je l'ai entendu défendre les deux éléments de la cohérence de la politique gouvernementale d'aujourd'hui, qui sont les deux suivants. Premièrement, il faut redonner aux entreprises des capacités d'agir, d'investir et d'embaucher. Que parfois les économistes appellent une politique de l'offre. Je n'aime pas trop cela. Une politique qui soutient l'activité des entreprises. Une politique qui considère que c'est dans les entreprises que l'investissement peut redémarrer et que l'emploi en profondeur, indépendamment des politiques qui sont menées pour faire face à la montée du chômage d'aujourd'hui, que l'emploi peut se développer. Et le deuxième pilier, c'est très important, c'est qu'on ne peut financer ces politiques nouvelles, on ne peut financer la baisse du déficit qu'ils considèrent comme nécessaire que par des économies budgétaires, des économies dans les collectivités locales, des économies dans la sécurité sociale et bien sûr des économies dans l'État. C'est ça les deux piliers qui font la cohérence de la politique gouvernementale d'aujourd'hui et c'est évidemment sur ces deux piliers qu'il s'appuie. On va aborder toutes ces questions, mais dans l'ordre. Quand l'opposition vous reproche, pas à vous, mais évidemment à cette politique, au fond de faire des économies réelles dans les ministères, personne ne les conteste, mais en même temps de ne pas faire de réforme de structure, puisque on voit qu'à terme le nombre de fonctionnaires ne va pas diminuer. Donc on dit au fond, on réduit les dépenses de fonctionnement du ministère de la Culture, du ministère de l'Écologie, mais le système fonctionne avec les mêmes et le périmètre de l'État est toujours les mêmes. J'ai toujours un peu de mal à comprendre ce que c'est que la différence entre structurel, conjoncturel, ça. J'essaye d'être dans du concret et dans du précis, dans du concret et dans du précis. Quand vous voulez faire des économies de long terme, qui se répètent tous les ans. Ça doit peut-être être cela ce qu'on appelle une économie structurelle. Comment vous faites? Vous essayez de faire en sorte que le service rendu par l'État le soit à moins cher. Il peut même être de meilleure qualité, mais moins cher. Je vais prendre 2-3 exemples. Quand vous diminuez le nombre des salles d'informatique, lorsque vous rationalisez les dispositifs informatiques, ça coûte très cher l'informatique dans une entreprise comme dans l'État, vous faites une économie que vous allez retrouver chaque année suivante. Lorsque vous réformez en profondeur... Mais bien sûr que c'est le fonctionnement, mais c'est sur le fonctionnement. Ce que le maire et Fillon vous reprochent, c'est de ne pas diminuer le périmètre de l'État et le nombre des fonctionnaires. Mais ils peuvent tout faire, tous les reproches qu'ils veulent. Ils sont incapables de nous dire quelles sont les politiques alternatives. Parce que c'est très facile de dire il faut dépenser moins sans être jamais capable de dire où. Ça, c'est... Je dirais, c'est la facilité d'être dans l'opposition, ça a dû m'arriver. Ils s'autombent dans cette même facilité. Moi, je suis au pouvoir, je suis en responsabilité et donc j'agis. Quand vous mettez en place des politiques d'achat pour qu'on groupe des achats... Oui, on est dans les économies. On est dans des économies. Ah bah oui, c'est des économies dont je parle. Oui. Et quand par ailleurs on mène une politique de rationalisation, de diminution du nombre des collectivités territoriales en France, on n'est pas dans une politique de structure, on n'est pas dans une politique qui réforme en profondeur le service rendu aux Français. Mais la réponse est oui, et c'est perçu ainsi par l'ensemble des observateurs. Mais quand Montebourg dit par exemple, fondamentalement, il faut ce que recommandait le rapport Attali déjà il y a des années, qui avait été d'ailleurs co-signé par des gens de tout bord politique, des hauts fonctionnaires à gauche, à droite, etc., de revenir sur un certain nombre de professions réglementées, les notaires, les pharmaciens, etc. On se dit, ok, d'accord, pourquoi pas, la bourse est dans l'avenir, on verra. Mais alors pourquoi ne pas le faire avec les régimes spéciaux? Pourquoi demander au VTC, il y a encore 2 jours, entre 2 courses de taxi, de revenir sur leur parking? Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de show, et de l'autre côté, la réalité, c'est pas celle-là, pardonnez-moi d'être franc, mais c'est... Ça, ce sont des réformes d'une autre nature, et elles sont très importantes. Ce sont des réformes... C'est pas une rente, les régimes spéciaux, vous? Je parle des professions dont vous venez de parler vous-même. Ce sont des réformes de la société elle-même, ce sont des réformes dans l'organisation économique, ce sont des réformes qui sont pointées par tout le monde, vous l'avez dit, d'ailleurs depuis longtemps. On peut parler de Jacques Attali, ça a été fait par la Cour des comptes, c'est même pointé par l'Europe.
Nous avons présenté ensemble, le gouvernement à l'Europe, un document, il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui s'appelle le programme de stabilité. C'est les questions budgétaires, de combien diminue-t-on le déficit, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises, qu'est-ce qui se passe sur les impôts. Et un autre document qui s'appelle le programme national de réforme. Et dans ce programme national de réforme, relisez-le, il y a absolument tous les éléments dont nous souhaitons aujourd'hui qu'il soit réformé pour que l'économie en profondeur fonctionne mieux. Il y a des endroits où on paye très cher un service qui ne vaut pas ce prix-là parce qu'il y a une forme Et vous allez en payer monopole. le prix politique, les pharmaciens, les notaires, les huissiers qui vont... Faut pas citer comme ça. Non, mais... Simplement, il faut chercher Sapin, tous les endroits. Souvenez-vous, lors du rapport Attali, Paris était bloqué par les taxis. Alors là, maintenant, si vous attaquez... Oui, mais vous avez une loi là, qui réforme justement les choses de manière à ce qu'on puisse avoir dans des conditions ordonnées, parce qu'il vaut mieux que ce soit ordonné dans ce domaine-là, une meilleure desserte personnelle pour les transports. Donc on est en train de le faire. On le fait pour les taxis, parce que c'est très spectaculaire sur Paris, mais dans des conditions ordonnées. Ça sert à rien de vouloir monter tout le monde contre tout le monde. Ça sert à rien, là encore, de monter des catégories de Français contre d'autres catégories de Français. Par contre, ça vaut pour tout le monde que de réformer en profondeur la société française. Michel Sapin, c'est la technologie aujourd'hui qui réforme tout. C'est-à-dire toutes les rentes de situation sont, pardonnez-moi, je vais être un peu direct, bousillées par Internet, par les algorithmes. La technologie est évidemment... Ce que vous ne pouvez pas faire, ils sont en train de le faire dans les lunettes, dans les taxis. La technologie, évidemment, ici comme ailleurs, en France comme ailleurs, est en train de bousculer un certain nombre d'habitudes. C'est le bon vieux Schumpeter. Écoutez, tant mieux, ça bouscule, mais il ne faut pas bousculer dans le non régulé absolu. Sinon, on va retomber, que ce soit là ou que ce soit dans le domaine de la finance, dans des dispositifs qui sont extrêmement désavantageux. Et pourquoi vous nous parlez tout le temps des régimes spéciaux ? J'ai l'impression que vous vous attaquez toujours des régimes spéciaux, pardonnez-moi, sur lesquels, je vais aller jusqu'au bout de la réponse, sur lesquels une réforme est en cours, vous n'en parlez jamais, qui fait justement qu'il y a un alignement de l'ensemble des régimes de retraite sur la durée de cotisation des autres régimes. Donc parlez-en, la réforme, elle est en cours. Vous savez par qui elle a été votée précédemment? Est-ce qu'elle a été remise en cause aujourd'hui? Non, elle est en cours, elle se met en œuvre. Donc arrêtez de vous obséder sur une catégorie. Parlons de l'ensemble de la société française. Les pharmaciens, la société française, elle peut être bloquée parce que certains ont un statut qui avait sa légitimité à un moment donné de l'histoire de la France, mais qui doit évoluer, y compris parce que les technologies elles-mêmes évoluent. Je vais être franc, je devine que d'une certaine manière, quand vous étiez chargé du chômage au ministère du Travail, il y a une certaine forme de défaite personnelle que vous avez vécue avec peut-être même un peu de sentimentalisme dans cette affaire-là, parce qu'effectivement, le retournement n'a pas vraiment eu lieu. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'en donnant encore des rendez-vous dans l'avenir, parce que c'est le cas de Montebourg, on ne prend pas encore une fois des engagements qui ne seront pas tenus? Mais qu'est-ce que serait un politique qui ne fixerait pas des objectifs à sa politique? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si on les obtient. Sur le chômage, rien. Vous ne sur le commerce extérieur, rien. Ne dites pas rien, sur le commerce extérieur. Vous savez que c'est faux. Vous savez que le commerce extérieur était extrêmement déficitaire comme nous sommes arrivés, et qu'il est aujourd'hui moins déficitaire qu'il l'était. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, il y a eu une politique. Vous croyez que c'est en 3 ans qu'on va remettre le commerce extérieur positif, alors qu'il a été dégradé pendant 10 ans? Vous savez qu'il était positif en 2002, lorsque Lionel Jospin a quitté le pouvoir, il faut le dire aussi, et qu'il a été dégradé depuis 2002 jusqu'en 2012. Il n'a pas cessé de se dégrader. Et que si aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait une politique en faveur des entreprises, avec des baisses de cotisations et des baisses d'impôts, c'est parce que nous savons que c'est la compétitivité en profondeur de notre économie qui nous permettra de reconquérir des parts de marché, de diminuer le déficit commercial, de diminuer le déficit budgétaire et de diminuer le chômage. Vous disiez, il y a une part d'échec personnel. Si j'avais vous avez eu l'air touché par cette affaire-là. Mais c'est pas du tout une histoire de toucher. Non, mais touché. On n'est pas en train de faire dans le sentimentalisme. Non, mais le fait absolument pas dans le sentimentalisme. Mais le fait que ce soit pas une réussite. Moi, j'ai été très touché de ce qu'il y ait moins de jeunes au chômage aujourd'hui qu'il y en avait il y a 1 an. Et ça, j'étais très touché de ce que ce soit la réussite d'une politique qui s'appelle les emplois d'avenir. Et j'ai toujours été très touché lorsque j'ai rencontré ces jeunes en emploi d'avenir aujourd'hui et qui me... Epsilon pour eux, non, pas pour eux. Epsilon pour les termes. Epsilon pour les
Epsilon pour les 100 000 jeunes qui sont en emploi d'avenir. 100 000, c'est Epsilon 100 000. Non, vous savez bien que ça n'est pas Epsilon. Et à chaque fois que je rencontrais ces jeunes qui sortaient de la galère et qui me racontaient d'où ils venaient et où ils étaient et quels étaient leurs espoirs, j'étais très touché, oui, de la réussite de cette politique. Après, dites-moi que sur l'ensemble des chômeurs, on n'a pas suffisamment diminué le nombre de chômeurs, c'est évident. On a ralenti, on a même stoppé à un moment donné l'évolution du chômage. C'est pas satisfaisant. Il faut le faire baisser. Et c'est la raison pour laquelle il faut cette politique. Mais est-ce qu'un jour, je reprends les deux ancres, les deux piliers de notre politique, faire en sorte que les entreprises aient les capacités pour investir et embaucher et financer l'ensemble de ces politiques par des économies. Vous parlez des entreprises, on a l'impression, ça c'est évidemment peut-être, vous allez me dire, et avec raison, qu'on insiste un peu sur les contradictions entre la campagne et ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont le gouvernement parle des entreprises, mais tout le monde le sait, y compris vous, donc tout va bien. Je lis dans le Nouvel Observateur, par exemple, Laurent Binet qui a écrit le livre, vous savez, sur la campagne de François Hollande, Rien ne se passe comme prévu, qui est un romancier de gauche. À propos de la bonne finance que vous avez évoquée, ce n'est pas seulement que ce cynisme goguenard, je le cite, parce que si on ne cite pas un romancier, il vous engueule, il a raison d'ailleurs, ce n'est pas que ce cynisme goguenard nous dégoûte, il y a une forme de panache dans ce crachat à la gueule des électeurs, dit-il, à propos de cette formule que vous avez. Oui, mais bon, il a un langage il a un langage de romancier, ou il a un langage de littéraire. Je le respecte avec tout ce que ça a là aussi, d'au-delà d'une réalité. Il considère que vous crachez sur les électeurs de gauche, quand même. Mais au-delà d'une pensée réelle. D'où vient le mal qui nous frappe aujourd'hui ? C'est-à-dire la désespérance sociale, l'économie en berne, des entreprises qui sont en difficulté. D'une crise financière qui s'est abattue sur le monde, sur l'Europe et sur la France en 2008-2009. Elle était due à quoi, cette crise financière ? À une finance au service de n'importe quoi, à une finance au service de l'immédiat, à une finance au service de la spéculation. On faisait de l'argent avec de l'argent, et non pas à une finance qui serait au service de l'économie. Cette finance-là, c'est celle dont parlait le président de la République. C'est celle à laquelle, pour reprendre les termes, je crache à la figure. Je ne veux pas de cette mauvaise finance, de cette finance qui nous a mis dans cette situation. Et je continue à la combattre. Mais Nicolas Sarkozy et François Baroin l'ont combattu aussi. Peut-être, évidemment, sur certains points. Voyez, vous arrivez à dire du bien de Sarkozy. Non, pour une ça fois. ne me gêne pas du tout de dire du bien du travail qui a été fait au sein du G20, avec 20 gouvernements de 20 pays différents, dont les gouvernants ont tous changé ou quasiment depuis lors, parce qu'ils ont ils ont commencé à réguler la mauvaise finance. C'est la première fois depuis que je vous reçois que je vous entends dire au moins un mot positif. Mais arrêtez de caricaturer tout le monde. Je regarde la politique qu'il a menée sur ce point-là, et c'est lui avec les autres, c'est le G20. G20, il y en a 20 dans le G, le groupe des 20. Parmi ceux-là, on peut prendre Gordon Brown, on peut en prendre beaucoup d'autres au niveau international, qui se sont dit tout d'un coup, nous nous sommes fait massacrer par cette mauvaise finance, il faut maintenant la réguler. Il faut donc continuer. La fraude fiscale, c'est de la mauvaise finance. Quand je fais en sorte que depuis la Suisse, aujourd'hui, on redéclare de nouveau ses avoirs financiers à l'étranger, je combats la mauvaise finance. Mais comment allons-nous nous sortir de la crise d'aujourd'hui ? Comment nous sortir de la situation d'aujourd'hui ? En faisant en sorte qu'il y ait un financement des investissements publics, des investissements privés, de l'épargne des Français. Il faut mobiliser l'épargne des Français au service de notre économie. Ça, c'est la bonne finance. C'est celle qu'il faut encourager. C'est celle qu'il faut appuyer. Vous voyez qu'on n'est pas dans le machiavélisme, on n'est pas dans le cynisme, on est dans la réalité de la vie. Combattre ce qui ne marche mal et qui peut encore être là, qui est à l'affût, et qu'il faut continuer à combattre cette mauvaise finance, mais par ailleurs mettre la bonne finance au service de l'économie. Dernière question, elle est franche. On sait que vous êtes proche de François Hollande. Il a dit à plusieurs reprises dans ses conférences de presse que si les résultats n'étaient pas là, il ne voyait pas de raison de se représenter. Donc l'interprétation du show de Montebourg ou de la voracité de Manuel Valls en matière de médias a toujours été interprétée par les journalistes. Je sais que nous sommes des personnages vous êtes là pour interpréter, non ? Commenter, interpréter, c'est même votre travail. On va pas vous le reprocher. Est-ce que vous considérez que François Hollande doit être aujourd'hui le candidat, pour que ce soit clair, de la gauche en 2017 ? Ce que François Hollande pense, c'est ce qu'il a dit, mais c'est une évidence, ce que je veux dire. C'est que c'est très difficile de gagner pour quelque président de la République que ce soit, si sur le front de l'économie et du social, en particulier du chômage, on a échoué. C'est très difficile. C'est arrivé d'ailleurs à Nicolas Sarkozy. Il avait dit « je vais aller chercher la croissance avec les dents », il s'est retrouvé dans un trou. Il avait dit « je vais faire reculer le chômage », a explosé, il s'est retrouvé dans un trou. C'est un peu la même situation. Donc il n'y a pas de résultat, pas de Hollande en 2017. Il faut... Mais les Français nous demandent quoi ? Pas des commentaires, c'est votre travail.
pas des hypothèses, ou des prévisions, c'est le travail de l'INSEE ou d'autres. Les Français, ils nous demandent d'agir et de réussir, d'apporter des résultats qui leur apportent à eux un peu de mieux-être, un peu de mieux. C'est ça qu'ils attendent des politiques, des valeurs, de l'honnêteté et de l'efficacité. Il faut que tout cela soit au rendez-vous. Donc s'il n'y a pas de pour pouvoir résultat, gagner. pas de candidature. Mais ça, c'est vous qui faites un commentaire. Bah, S'il n'y a ça pas de n'a- résultat, pour qui que ce soit, il n'y aura pas de capacité pour la gauche de gagner la prochaine fois. Il faut donc les résultats et les valeurs. Parce que les résultats sans les valeurs, ça ne marche pas. Merci Michel Sapin. On aurait pu parler des aspects européens, donc du déclaration de Montebourg, puisqu'il veut évidemment déréguler le système en France, et en même temps, c'est ce que souhaite Bruxelles, et en même temps, il critique Bruxelles. Mais enfin, bon, je suppose que vous êtes favorable à ce que, parce que c'est quand même important, à ce que les engagements en matière de déficit soient maintenus. Bien sûr, on a des engagements, il y a des règles européennes. Mais le plus fondamental, c'est ce que je viens de Brièvement. vous dire. Les entreprises à qui il faut apporter de l'air, de la capacité d'investissement pour embaucher et des économies budgétaires. Pensez à ces deux piliers-là, c'est comme ça que nous réussirons. Bonne journée à vous. Michel Merci. Sapin, donc le ministre des Finances, est notre invité. Ce matin, on va retrouver Magali, Christophe, Michel et Arlette, évidemment, sur l'antenne de LCI, et puis Sophie Paulini sur celle de Radio Classique.